Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être aussi nombreux devant, derrière, sur les côtés. Ça me fait très plaisir que le sujet de cette conférence et les invités, évidemment, attirent autant de monde. Avant de passer au sujet qui nous réunit, je voulais vous dire quelque chose. C'est ma première prise de parole depuis les vacances parlementaires, ma première prise de parole publique. J'ai passé un été difficile, peut-être comme beaucoup d'entre vous, parce que chaque jour, les nouvelles de Palestine et de Gaza me font mal, me font souffrir, et je ne suis pas capable de les surmonter dans le silence et dans l'indifférence ou dans l'ignorance de ce qui se passe là-bas. Je voulais vous le dire parce que je sais que nous sommes nombreux dans cette situation, à souffrir quotidiennement des images abominables qui arrivent. Et pendant longtemps, j'ai considéré que je n'avais pas besoin de voir pour savoir. Et j'ai longtemps dit, je ne partage pas des images de sang ou de corps déchiquetés ou de gens qui pleurent et qui souffrent. Désormais, je le fais parce que les gens qui sont là-bas se filment en train d'être massacrés pour qu'au moins on parle d'eux, qu'on ne les oublie pas, qu'on pense à eux. Et je ne vais pas vous dire qu'on leur rende hommage, mais qu'on ait ce moment de recueillement et de partage pour tous ceux qui se font tuer, qui sont morts, ceux qui souffrent en ce moment même. Et je ne sais pas si un jour, ces messages, ces paroles que j'essaye là de partager avec vous leur arriveront aux oreilles, ou si certains ici sont en mesure de transmettre ces messages-là, mais je veux vraiment qu'il soit dit que nous, les insoumis, nous n'avons pas passé une journée sans penser à eux, sans essayer de porter la voix de la paix, sans essayer de dénoncer le génocide qui est en cours, le nettoyage ethnique et la colonisation de la Palestine par Israël et son gouvernement. On va avoir besoin de beaucoup de force, de solidarité, parce que nous sommes quelques personnalités exposées médiatiquement. En ce moment, c'est Rima Hassan qui prend, mais c'est chacun son tour. Et l'objectif qui est fixé par les relais de Netanyahou en France, leur objectif, c'est de nous faire taire. Donc on ne se taira pas, et je vous promets qu'on ne se taira pas. Voilà, Free Palestine. Merci infiniment. Ça fait du bien et c'est le moment que je redoutais, je me sens très émue. Bon, nous sommes ici pour un sujet qui est important. En tout cas, chacun d'entre nous considère que c'est un sujet vital. Parce qu'on a tous une petite anecdote, une petite histoire en lien avec le sujet de la sécurité sociale et plus largement de la protection sociale. Vous avez entendu parler pendant les Jeux Olympiques de ces athlètes américains qui trouvaient extraordinaire de se faire soigner gratuitement en France. C'est génial. Ils disaient, mais c'est de la folie, dit une athlète américaine. Une autre dit, c'est incroyable, mais quoi? What the fuck? Des soins médicaux gratuits. Ben non, ça s'appelle la sécurité sociale. On n'a pas eu le temps de leur expliquer le concept et de leur expliquer les luttes et l'histoire qu'il y a derrière la sécurité sociale. On a avec nous des gens qui pourraient vous passer des heures à vous expliquer, à vous raconter cette histoire-là. En fait, c'est une fierté française. Vous avez vu comme les journalistes se gargarisaient
de notre spécificité de cette sécurité sociale gratuite. Et pourtant, le reste de l'année, les mêmes journalistes sont les petits larbins et toutous des néolibéraux et du patronat et pourfendent le système de protection sociale à la française, et notamment la sécurité sociale, du soir au matin et du matin au soir. Les derniers exemples qu'on a tous en mémoire, évidemment, c'est la bataille pour la retraite et pour empêcher la réforme de la retraite à 64 ans qui est passée à coup de 49.3. Hélas, c'est le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire un monde où l'hypocrisie politique, l'hypocrisie journalistique domine. On est fier de quelque chose dont on permet la destruction petit à petit. En réalité, cela fait plus de 30 ans que ça dure. Bon, a priori, on a tous à peu près le même niveau de connaissance de ce qu'est la sécurité sociale et la protection sociale. À peu près. On se dit, quand je l'évoque, vous pensez tout de suite à l'assurance maladie. Vous pensez à quoi d'autre? À la CAF, la caisse d'allocation familiale, la branche famille, les retraites, les accidents du travail, maladies professionnelles, on pourrait ajouter. Il y a aussi, regardez, j'ai un trou d'un seul coup, mais j'ai mes notes, heureusement. Il y a aussi le handicap et la branche autonomie, donc handicap et vieillissement. Mais ces branches de la sécurité sociale ne font pas toute la protection sociale. Vous savez que la sécurité sociale ne couvre pas l'intégralité des risques, comme on dit dans le jargon, et il y a d'autres institutions presque qui s'en chargent aussi. Par exemple, l'allocation chômage, c'est l'URSSAF. Le RSA, qui fait aussi partie du système de protection sociale à la française. Et donc, c'est pour ça que la conférence est intitulée « Sécurité et protection sociale ». On pourrait ajouter à tout cela, et nos intervenants ne manqueront pas de le faire, notamment Nicolas Da Silva, toute la partie privée de la protection sociale. C'est-à-dire ce que vous connaissez aussi, quand vous y avez accès, les complémentaires santé, les assurances privées. Donc, la sécurité sociale, c'est une chose importante, essentielle, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a tout le système de protection sociale. On ne va pas faire un cours là-dessus, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais je me permets de vous dire que si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître à la fois l'histoire de la protection sociale et de la sécurité sociale, qui ne date pas de 1946, c'est né avant, un peu avant, hein, nos intervenants vous le diront. Mais si vous voulez connaître tout cela, si vous voulez connaître l'organisation, le financement, il y a 2 livres que je vous recommande. J'avais prévu de le faire à la fin, mais je vais le faire au début. Il y a La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé de 1789 à nos jours, de Nicolas Da Silva. Et puis, il y a 3 livres que je recommande vivement de Bernard Friot. Émanciper le travail de 2014, Puissance du salariat de 2021 et Prenons le pouvoir sur nos retraites de 2023, sachant que Bernard Friot a préfacé le livre de Nicolas Da Silva et qu'il est évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire, une référence dans ce domaine. Donc, pour revenir au sujet et pour juste se mettre un peu à niveau tous ensemble sur le sujet, vous entendez parler aussi beaucoup de la sécurité sociale à travers nos adversaires, puisque c'est eux qui, depuis 30 ans, mettent systématiquement sur le tapis le sujet pour justifier des réformes qui visent à faire reculer, à amoindrir les conquis, les acquis sociaux que sont la sécurité sociale, et puis systématiquement à nous obliger à mettre la main à la poche, que ce soit, rappelez-vous, la baisse des APL de 5 €, que ce soit les 1 € de consultation qui ne seront pas remboursés, que ce soit les urgences à 18 €, etc., etc., etc. Si on fait la liste, elle est longue. En tout cas, c'est un détricotage méthodique, on peut même dire un saccage méthodique de notre système qui vise, certains disent, à élargir le champ de la privatisation, de la partie privatisée, et donc des potentiels bénéfices pour de grandes multinationales. D'autres disent ça va encore plus loin. Bernard Friot dit c'est un sujet certes, mais ça va encore plus loin, il l'expliquera tout à l'heure. Donc pour préciser,
de quoi on parle? On parle donc d'un budget qui s'élève pour l'année 2023, juste le budget de la sécurité sociale, hein, à 672 milliards d'euros. On parle de dépenses liées à la sécurité sociale de l'ordre de 682,8 milliards d'euros en 2023. Pour ceux qui font le calcul mental plus vite que leur ombre, on est à 10,8 milliards d'euros de déficit. Mais vous vous rendez compte que c'est rien. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, 10 milliards sur presque 700 milliards, ça va, on va s'en remettre, hein. Il y a de quoi boucher le trou, comme on dit. Donc, ça, c'est pour avoir des ordres de grandeur et qu'on puisse tous ensemble se dire, bon, on parle de quelque chose qu'on connaît tous et en même temps, on est tous pareils, on se dit, je ne le connais pas si bien que ça. Je ne sais pas exactement comment c'est financé, la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est essentiellement, encore aujourd'hui, financée par ce que nos adversaires appellent des charges. Ce que nous appelons des cotisations. Donc, c'est les cotisations qui, à plus de 56%, financent la sécurité sociale. S'ajoute à cela des contributions qui sont des sortes de taxes qu'on paye tous. D'ailleurs, ce n'est pas progressif, ce qui est un problème. C'est la CSG. Et la CSG, par exemple, elle contribue à hauteur de 20% au financement de la sécurité sociale. Et il y a d'autres contributions sociales à hauteur de 18%. Et le reste, c'est du transfert par l'État. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est grossier, mais c'est ça, c'est 56% de cotisation et 44% qui relèvent plutôt de l'impôt, on va dire, l'impôt ou de la taxe. Donc c'est un sujet intéressant parce que c'était pas comme ça que c'était prévu initialement, la sécurité sociale. Elle était censée être financée par les travailleurs, les salariés, avec ou sans emploi, à la retraite, ou actifs ou inactifs. C'était ça l'idée, c'est-à-dire ce sont les travailleurs qui cotisent, c'est de la solidarité, et puis la caisse est gérée par les représentants des travailleurs, et puis finalement le patronat s'y est mis, le patron cotise lui aussi, enfin il appelle ça des charges, mais il cotise lui aussi pour le bien de tous, etc. Et puis finalement, ça devait être plutôt une contribution sur le travail. Et là, on arrive à autre chose et à un financement qui est de moins en moins lié à la cotisation et de plus en plus lié à des décisions de l'État. Voilà, en gros. Je dis bien en gros, c'est pour faire schématiquement, parce que je sais que ce sont des sujets qui, si on ne se met pas un peu au niveau sur savoir de quoi on parle, on risque de perdre des gens. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va organiser la conférence de la façon suivante. Une fois que j'aurai terminé cette introduction et que je vous aurai présenté nos intervenants, ils auront chacun la parole 10 minutes. On arrive sur 40 minutes à peu près de prise de parole. Et ensuite, on voudrait répondre à vos questions avec l'idée que on vous précise des choses et n'hésitez surtout pas à poser les questions que vous avez envie de poser. Il n'y a pas de mauvaises questions et il n'y aura que des bonnes réponses. Voilà, donc c'est le sujet de la conférence. Vous savez qu'on a l'habitude, nous, de dire résistance. On résiste depuis des années à ce mouvement de saccage de la sécurité sociale. On résiste, mais à un moment donné, on se rend bien compte que, en attendant, en face, ils avancent leurs pions et puis parfois ils ont des propositions qui nous mettent un peu, tiens, pourquoi on n'y a pas pensé? Peut-être qu'il faut le faire. Ou alors, il a repris notre idée, mais ce n'était pas tout à fait ça qu'on mettait comme contenu. Je pense notamment à la création en 2020 par Emmanuel Macron de la branche autonomie. On se dit, c'est une bonne idée, la branche autonomie, c'est vrai, il y a un vrai sujet sur les personnes en situation de handicap, sur les personnes âgées, etc. Et pourtant, dans la réalité des choses, ce qu'il en a fait, c'est quasiment une coquille vide. Donc, on se dit, et nous, qu'est-ce qu'on a à proposer? Alors, avec l'avenir en commun, il y a énormément de propositions qui ont été mises sur la table, notamment la proposition phare, celle qui fait très plaisir à Nicolas Da Silva, qui est le 100% sécurité sociale, absorption des complémentaires santé par la sécurité sociale, puisque les complémentaires santé, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui coûte très cher.
en réalité, parce qu'on paye le marketing, la pub et tout le tralala et autour, alors qu'on pourrait très facilement faire, je ne sais pas combien d'économies si les complémentaires santé étaient intégrés à la sécurité sociale et si on avait du 100%. C'est la proposition phare qu'on a. On en a beaucoup d'autres et si vous vous interrogez tout à l'heure, on reviendra sur un certain nombre de propositions. On pourrait se dire aussi, on résiste, on propose d'aller plus loin, mais il n'y a pas que la maladie. Nous, aujourd'hui, on se rend compte que depuis le Covid, mais pas seulement, depuis 2017 notamment, des gens qui sont en grande insécurité alimentaire, il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui sont en insécurité alimentaire et on le perçoit tout simplement parce qu'en tant que militants insoumis, on organise des collectes alimentaires et on voit bien que les associations aujourd'hui nous disent « s'il vous plaît, oui, faites-le ». Faites des collectes alimentaires, on a besoin de votre aide. On voit aussi des gens qui disent ils ne mangent pas à leur faim. On a tous les sondages qui nous le démontrent. Donc l'insécurité alimentaire, elle est à la fois par la difficulté d'accès à l'alimentation, mais elle est aussi sur la qualité de l'alimentation. Quel sens tout cela peut-il bien avoir de continuer de se nourrir d'une façon qui vous rend malade et ensuite on va à la sécurité sociale pour essayer de faire soigner ou rembourser des choses qui auraient pu être évitées si on avait une alimentation plus saine. Donc on se dit, peut-être qu'il faut penser aussi à une sécurité sociale de l'alimentaire. Ça a un sens dans une société qui veut boucler la boucle. Donc c'est un des sujets, par exemple, qui pourrait élargir, et c'est la question de l'élargissement de la sécurité sociale et des nouvelles conquêtes que l'on aura à faire. Il y a comme ça d'autres sujets, et peut-être que vous aurez des idées, donc vous n'hésiterez pas à poser la question. Je passe maintenant sans plus tarder à l'introduction de mes intervenants. Donc le premier à qui je passerai la parole, c'est Nicolas Da Silva, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Qui est un économiste, maître de conférence à Paris 13, et dont la spécialité, donc c'est un économiste de la santé et des politiques sociales. Il a beaucoup travaillé sur la transformation de la sécurité sociale. Il dit d'ailleurs la sécurité sociale, c'est une idée moderne. Ce qui est archaïque, ce sont les complémentaires, et donc c'est le privé qui est archaïque. Il travaille aussi sur les inégalités sociales dans le système actuel. Notamment, il dit les réformes néolibérales affectent en premier lieu les personnes les plus vulnérables. Et il défend l'idée de la sécurité sociale comme d'un bien commun, un outil de justice sociale. Ce que va nous dire aujourd'hui Nicolas Da Silva, c'est comment, d'une certaine façon, on doit s'organiser, non pas avec l'idée que nos propositions passeront facilement, que nos idées d'élargissement, d'extension de la sécurité sociale seront facilement admises une fois votées. Il dit il y a un rapport de force et il y a des conflits d'intérêts qui se passent autour de ces sujets-là. Et donc, il va nous proposer une lecture de ce point de vue et qui nous sera très utile parce que la sécurité sociale, comme la protection sociale, c'est une affaire de mobilisation populaire. Ensuite, je passerai la parole à Bernard Friot et à Marvin Dupuis. Bernard Friot, vous le suivez certainement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les vidéos, économiste, sociologue, professeur. Donc ses travaux sur la sécurité sociale sont connus, sur les retraites, sur le salariat. Alors il est très engagé au sein du réseau Salariat. Il propose une alternative radicale au modèle capitaliste qui est basé sur le chômage de masse. On a tous fini par comprendre que le chômage de masse n'était pas un accident du capitalisme et issu de la crise, mais fait partie intégrale du système capitaliste. Et donc, il dit, une des façons de répondre à cela, c'est de créer un salaire à vie. Alors, voilà, il y a des fans. Un salaire à vie. Donc, il expliquera mieux que moi en quoi consiste l'idée, mais globalement, c'est l'idée de le salaire ne dépend pas de votre situation d'emploi ou pas, si vous êtes en emploi ou pas. Elle ne dépend pas non plus de votre rapport de force au patronat, on va dire. Le salaire dépend de votre qualification, de votre expérience, et vous êtes potentiellement
un travailleur salarié, mais vous pouvez aussi faire le choix de consacrer votre temps à un autre travail qui n'est pas directement salarié, le travail domestique, le travail d'éducation populaire, le travail associatif, etc. Et donc, tout le monde travaille en réalité, donc tout le monde mérite un salaire. Voilà l'idée. J'espère que je ne la trompe pas, ou à peine, mais vous la direz mieux que moi. Je l'ai peut-être enjolivé à ma manière, je ne sais pas. Ah, il m'a dit un peu détruite carrément. J'ai rien compris. Bon, j'ai compris ce que je voulais comprendre, voilà. Bon, il le dira. Je m'étais dit, je ne dis rien sur le salariat à vie, je le laisserai le dire parce que quand on invente un concept, une idée, souvent on est le mieux placé pour la présenter. Mais il faut aussi accepter que les autres la fassent sienne et la présentent comme ils veulent, monsieur le professeur. C'est le principe. Voilà. Bon, allez, il est pour déprivatiser l'économie. Moi, j'aurais dit collectiviser, disons socialiser l'économie. Mais j'arrête de le provoquer parce que sinon... Voilà, Marvin Dupuis qui accompagne Bernard Friot. Alors Marvin est membre du réseau Salaria. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce site internet, c'est réseau-salaria.info. Donc c'est une association d'éducation populaire qui rassemble des travailleurs, travailleuses et donc clairement positionnés contre le capitalisme. C'est pour une pensée révolutionnaire vers l'appropriation collective des moyens de production dans la pure tradition communiste révolutionnaire. Donc voilà, vous pouvez l'applaudir, c'est un bon réseau. Avec Bernard Friot, nous parlerons des 4 éléments qui ont caractérisé ce qu'il appelle la mise en sécurité sociale du soin. Il a défini 4 éléments pour cela. Il va nous proposer de voir comment on pourrait passer cela, transposer cela pour la mise en sécurité sociale de la production. Avec Marvin, ce que nous allons voir, c'est un partage d'expériences déjà de son association et puis peut-être des idées plus concrètes, c'est-à-dire la proposition en matière d'alimentation, en matière de logement, de culture, de transport, de funérailles, de travail domestique et de bifurcation écologique. Donc il va nous parler concrètement des propositions défendues par ce réseau. Donc voilà, chacun a 10 minutes. Je donne tout d'abord la parole à Nicolas. Merci. Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette invitation. Merci aux militantes, aux militants qui rendent des manifestations comme celle-ci possibles. Merci vraiment énormément pour cela. Évidemment, je ne peux pas prendre la parole sans m'associer au mot de solidarité qui a été dit à l'égard du peuple palestinien. Mais je pense aussi à tous les peuples qui sont en lutte contre le colonialisme en Kanaki ou ailleurs. Alors, ceci étant dit, moi, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut manipuler une idée qui peut paraître très abstraite de sécurité sociale, de socialisation, très rapidement. Comment est-ce qu'en fait, on peut, par la vie quotidienne, amener et raconter un peu à tout le monde la sécurité sociale, la socialisation des moyens de production. C'est une institution qui est extrêmement moderne et beaucoup plus intéressante. Alors, on utilisera le qualificatif qu'on veut, moderne, efficace, égalitaire, tout ce qu'on veut, que le privé, mais enfin, allons un peu plus loin, le marché et bien entendu le capitalisme. Et donc, l'idée, je laisserai à Marvin et à Bernard peut-être le soin d'élaborer un peu plus théoriquement, c'est de vous montrer à partir d'un cas très concret comment est-ce qu'on fait pour convaincre des gens. On est bien dans une manifestation où il y a plein de militants. Bah, voilà. Alors, c'est la question que je me suis posée autour du travail que je fais sur les complémentaires santé. Et en fait, très concrètement, alors il se trouve que je suis en vacances là-bas de l'autre côté de la montagne, en Ardèche, et que, je ne sais pas vous, mais quand je vais en vacances en Ardèche voir mes beaux-parents que j'adore, bah en fait, ils ne sont pas très d'accord avec ce que je raconte tout le temps. Hein. Donc, et surtout quand j'arrive, la sécurité sociale, la socialisation, les trucs, les machins, c'est compliqué. Alors du coup, j'adopte une autre stratégie. Je leur dis, et la complémentaire, t'en penses quoi? Et là, on tire le fil, et on va voir à quel point on peut convaincre du fait
évident en réalité qu'il faut se débarrasser des complémentaires santé et il faut évidemment étendre la sécurité sociale sur les soins de santé. Et il sera question d'autres secteurs d'activité avec les intervenants suivants. Et en fait, tout simple, la complémentaire santé, souvent, on n'en parle pas directement, on parle de la Sécu, et on dit toujours de la Sécu, les débats publics, médiatiques, politiques parfois, ont envers la Sécu, voilà, tous ces discours absolument attristés. Il y a le trou de la Sécu, c'est très difficile, c'est une bonne idée, mais pour la sauver, il faut la réformer. La réformer, ça veut dire réduire l'accès aux droits. Ça peut être les soins, mais ça peut être aussi la retraite. Et donc, on est là, et puis on se dit, c'est très difficile. Alors qu'en fait, non, pas du tout. La sécurité sociale, ça marche vachement bien. Et ça, il ne faut pas hésiter à le dire, et il faut le marteler. Et quand on compare la sécurité sociale, dans le cas des soins de santé, aux complémentaires santé, en fait, c'est évident que ça marche bien. Et c'est tellement évident que c'est écrit dans tous les rapports publics qui peuvent exister. En fait, les complémentaires santé, c'est cher, c'est plus cher que la Sécu, et c'est beaucoup plus inégalitaire. Donc en fait, chaque euro dans une complémentaire, c'est 1 euro d'inégalité, mais c'est aussi 1 euro d'inefficacité. Donc si vous êtes d'accord pour un accès aux soins plus égalitaires, mais aussi moins coûteux, parce que quand même, ça ne sert à rien de jeter de l'argent pour payer de la publicité, il faut développer la sécurité sociale. Et il faut développer la sécurité sociale en tant que moyen de financer une production alternative au capitalisme. Alors ça coûte cher, ça veut dire quoi ça coûte cher? En fait, il y a plein de statistiques. Alors évidemment, moi je vous invite à lire les rapports, mais c'est surtout c'est difficile de trouver les informations qui nous intéressent dans les rapports, mais je vais essayer d'aller un peu vite, et je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais d'abord elles sont chères. Ça veut dire quoi qu'elles sont chères? Ça veut dire qu'en fait, on mesure le coût de ces complémentaires santé par ce qu'on appelle les frais de gouvernance. C'est-à-dire que quand vous donnez 100 euros à une complémentaire, il y a combien qui vous revient en soins de santé et combien qui reste pour, alors évidemment la publicité, mais aussi pour la gestion quotidienne. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en France, on est l'un des pays records du monde des frais de gestion. Pourquoi on est un pays des records du monde des frais de gestion? Parce qu'en fait, on a un système double, un système de complémentaire. Vous avez déjà essayé de réfléchir à ce mot complémentaire? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le financement de la sécurité sociale est complété par une assurance privée. Il est complété, ça veut dire que sur un soin qui est jugé légitime, le soin du médecin généraliste, on dit c'est 70% la Sécu, 30% la complémentaire. Mais le soin, il est important quand même. Et pourtant, on donne 30% de ce marché aux assureurs. Et en fait, c'est ça qui coûte cher. Parce que vous l'avez tous, moi je l'ai là, on comprend très visuellement le problème du coût de gestion. Vous allez chez le médecin, allez plutôt chez le pharmacien pour acheter des médicaments. Vous sortez une carte, la carte vitale, mais c'est pas fini. Vous sortez l'autre carte, la carte de mutuelle. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que derrière ces deux cartes, en fait, il y a deux réseaux qui travaillent et qui en fait font le même travail. Parce qu'il y en a un qui va rembourser 70% du soin, l'autre il va rembourser 30%. En fait, ça double tous les coûts. Ça double tous les coûts et ça fait qu'on a un des systèmes de soins les plus chers du monde. Derrière, alors le très mauvais élève états-unien, bien entendu, mais loin devant tous les pays comparables européens notamment. Donc ça coûte cher parce que c'est double travail. On comprend bien. Ça coûte cher évidemment parce que la structure du marché fait que les complémentaires, elles se font concurrence. Et donc, quand on regarde les coûts de gestion à l'échelle de la complémentaire, c'est quelque chose c'est moins de 5% pour la Sécu, et c'est en moyenne une vingtaine de pourcents pour les complémentaires. C'est-à-dire que vous donnez 100 euros à la Sécu, il en revient 95. Pour la complémentaire, en fait, il en revient beaucoup moins, il en revient 85. Donc, en fait, c'est un pognon de dingue, et tout le monde le sait. Le dernier rapport du HCAM, Haute Autorité sur l'avenir de l'assurance maladie, dit en fait, si la sécurité sociale plutôt te remboursait 70%, elle remboursait 100%, on ferait 5 milliards d'euros d'économies par an. Alors, 5 milliards d'euros d'économies par an, on se dit, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, moi je sais pas, on manipule pas ça tous les jours. En fait, dites-vous que le Ségur de la santé, avec l'investissement massif pour l'hôpital public qui nous avait été vendu en 2020, c'était combien? C'était globalement 6 milliards d'euros. C'était un gros package de 19 milliards où on avait 13 milliards qui étaient de la reprise de la dette, donc pas d'investissement nouveau. Et vous aviez le reste, c'était des investissements nouveaux. Ça veut dire qu'en fait, en se débarrassant des complémentaires, on fait un Ségur de la santé tous les ans presque. C'est ça que ça veut dire. C'est énorme. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on facilite l'accès aux soins. Donc ça, elles sont chères. Alors, il y aurait plein d'autres trucs à dire pour dire qu'elles sont chères, mais elles sont aussi inégalitaires. Parce que la Sécu, tout le monde l'a, ou presque. Mais ce qui est encore plus inégalitaire que la Sécu, c'est les complémentaires. Il y a des millions de gens qui n'ont pas de complémentaire santé encore aujourd'hui, parce que ça coûte cher de se payer une complémentaire santé.
Même s'il existe des dispositifs gratuits pour les personnes sous un certain seuil de revenus, il y a plein de gens qui n'ont pas de complémentaire. Donc la première inégalité, c'est le fait de ne pas en avoir. Et quand on en a, et là on pourrait regarder, en fait on n'a pas tous la même. Elle ne rembourse pas tout le temps la même chose. Et donc ça fait des prix différents. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que en fait, les gens qui sont les plus malades, globalement c'est les plus pauvres et les plus vieux. Je vais un peu vite, bon. Mais c'est ça. Ce sont eux les plus malades, mais c'est à eux à qui on demande un prix le plus élevé pour la complémentaire santé. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se la payer. Ils sont très malades, ils doivent s'acheter une complémentaire santé très chère pour pouvoir se payer les soins, ils ne peuvent pas. Et à l'autre bout de la société, il y a ceux qui sont plutôt riches, mais qui sont plutôt en meilleure santé que les autres. Et en fait, eux, ils peuvent se payer des complémentaires santé très chers, et en fait, ça ne leur sert pas. Qui gagne là-dedans ? Non, c'est les complémentaires elles-mêmes qui sont assises sur une rente monumentale. Il y a un gars qui avait appelé ça la loi de l'accès inversé. C'est-à-dire que dans les systèmes de santé, plus vous avez besoin d'accès aux soins parce que vous êtes malade, moins vous pouvez parce que vous n'avez pas les sous pour vous les payer. Donc il faut se débarrasser de ça. Non seulement ça coûte très cher, beaucoup plus cher que la Sécu, et en plus, ça crée des inégalités qui sont très importantes. Alors en fait, du coup là on se dit, mais si ce que ce gars-là il est en train de dire c'est vrai, mais pourquoi ça n'existe pas déjà ? Bizarre. Vous en connaissez, vous, des réformes qui peuvent aussi facilement étendre l'accès aux soins et en plus faire des économies ? Je n'en connais pas vraiment des masses. Et en plus, c'est écrit dans les rapports publics. Ce n'est pas du tout la documentation de la France insoumise, même si on en parle un petit peu ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, y a des gens qui en profitent. Évidemment, les complémentaires elles-mêmes. Et en fait, l'obstacle majeur, ce sont les complémentaires et tout leur soutien politique. Parce qu'elles sont assises sur une rente qui est monumentale. Je veux dire, c'est des dizaines de milliards d'euros ce marché. Alors, donc là, il faut rentrer dans le détail. Est-ce que c'est qu'une complémentaire ? Pour savoir quels sont les acteurs sociaux qui ont intérêt à ce que ça perdure. Les complémentaires, c'est évidemment les assureurs privés à but lucratif. Donc, je sais pas, avec ça par exemple, et donc qui font un profit avec les soins de santé. Sauf qu'en fait, ces acteurs-là sont en tendance, ils augmentent, ils prennent de la place, mais ils restent minoritaires dans les contrats de complémentaire santé. Ceux qui sont là et qui pèsent de tout leur poids, ça ne veut pas dire que les assureurs ils sont pas qui sont favorables pour le 100%, pas du tout. Mais ceux qui pèsent de tout leur poids, c'est les instituts de prévoyance à but non lucratif et les mutuelles à but non lucratif. Et là, c'est très important parce que ça interroge les pratiques militantes. Parce que, en fait, quand on dit des complémentaires qu'elles se font un pognon de dingue, qu'elles font du profit, etc., en fait, la plupart du temps, ce n'est pas les organisations qui font du profit parce qu'elles sont à but lucratif. Ça peut être les gens qui travaillent dedans, parce qu'il y a certains très hauts salaires qui sont difficiles à légitimer pour des gens qui se disent mutualistes ou ceci ou cela. Mais surtout, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que les complémentaires qui sont instituts de prévoyance et mutuelles, en fait, elles font vivre tout un tas d'organisations de gauche. On sait que, historiquement, les mutuelles sont très liées au monde politique à gauche, en particulier le Parti socialiste, mais pas seulement. Et donc, évidemment, ils freinent des cas de fer. Alors moi, on est là, je pose une question, parce que je sais qu'après, c'est moi qui vais y répondre. Est-ce que c'est parce qu'il y a le PS dans le BNFP qu'on n'a pas mis dedans la proposition du 100% Sécu ? Je sais pas. C'est une question. Je sais pas. Mais attendez, c'est pas fini, parce qu'on peut se dire, oui, le PS, ils sont méchants, on a l'habitude de leur taper dessus. Bon, il en faut pour tout le monde, mais il y a aussi les instituts de prévoyance. Et dans l'institut de prévoyance, c'est des organismes à gestion paritaire. Paritaire, c'est-à-dire qu'il y a le patronat et des syndicats. Alors, pas tous les syndicats, bien entendu, mais des syndicats. Et donc, les syndicats aussi freinent des cas de fer pour une politique qui est en fait une politique de progrès social. Et donc, en fait, on voit bien qu'il ne suffit pas de se dire que la Sécu, ça marche bien pour réussir à faire en sorte que la Sécu s'étende. Il va falloir se bagarrer. Et en fait, la Sécu, c'est le conflit. Et donc, il faut mener le conflit. Et c'est une lutte enthousiasmante. Parce qu'on va arriver, là, je vais retourner voir Evelyne, ma belle-mère, et je vais lui dire, mais Evelyne, vous vous rendez compte ? La Sécu, c'est vachement bien. Et les complémentaires, elles nous coûtent un pognon de dingue. Et en lui expliquant, et en se battant, peu à peu, on va reprendre les choses de l'avant, on va lever la tête et on va étendre la sécurité sociale, 100% sécu. Et quand on sera arrivé à faire ça, ce ne sera pas fini. Il faudra dire 100% sécu, oui, mais jusqu'où ? Qu'est-ce qu'on soigne ? Et vous savez, il y a toujours des trucs, alors, est-ce qu'on fait la cure thermale ? Est-ce qu'on fait le ceci ? Est-ce qu'on fait le cela ? Récemment, le gouvernement a décidé de transférer des soins dentaires de la sécu vers les complémentaires, alors qu'ils savent que les complémentaires, ça marche moins bien. Bon, et du coup, vous dire, mais où est-ce qu'on met la frontière entre Sécu et autre chose ? Parce que, évidemment, peut-être qu'il ne faut pas tout rembourser avec la Sécu, on ne sait pas. La question se pose. Qui va décider ?
il faut que ce soit une décision populaire. Et donc c'est pour ça qu'il faut revenir aux origines de la sécurité sociale, qui est une institution populaire, démocratique, où dans les caisses, à tous les niveaux, il doit y avoir des élections des intéressés, parce qu'eux seuls savent ce qu'ils veulent et ils peuvent défendre leurs intérêts beaucoup mieux que ceux qui aujourd'hui sont ceux qui décident de la politique de santé. Donc voilà un chemin pour se réapproprier la sécurité sociale en disant tranquillement à des gens qui a priori se disent que bon voilà, le réseau salariat, Frio, toutes ces théories c'est un peu bizarre. Non, regarde, ça marche mieux. Et ça marche tellement mieux qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, on va le faire. Prêt à enchaîner ? Effectivement, en finir avec les mutuelles est tout à fait fondamental, et avec aussi le reste à charge, hein, c'est-à-dire que les 100% doivent couvrir tous les soins de santé, sans exception. Ce que je voudrais maintenant dire, c'est comment ce qui a présidé à la mise en sécurité sociale du soin à partir de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 70, pendant une vingtaine d'années à peu près, peut être transposé dans d'autres mises en sécurité sociale dont Marvin pourra parler. À la fin des années 50, lorsque le régime général est encore géré par les travailleurs, comme Nicolas vient de le rappeler, hein, cette gestion a été supprimée par De Gaulle en 67. Lorsque le régime général est encore dirigé par les travailleurs, des travailleurs élus tous les 5 ans dans des élections sociales qui sont des très grands moments politiques, le système de santé, c'est très peu de choses. C'est très peu de choses parce que l'hôpital, jusque dans les années 40, est réservé aux indigents. Alors, un lieu pour indigents n'est pas un lieu de haute technicité, hein, vous pouvez bien vous en douter. Et puis parce que les soins de ville ne sont pas remboursés, parce que le syndicalisme des infirmières, des kinés, des toubibs se construit dans les années 30 pour refuser le conventionnement avec les assurances sociales de 28-30. Donc ces soins de ville non remboursés sont réservés à une clientèle riche. Alors Vichy a créé la PMI, la médecine du travail. Des mairies socialistes ou communistes ont créé des centres de santé gratuits. Mais globalement, la médecine, les soins ambulatoires, c'est très peu de choses. Et les soins hospitaliers aussi. Or, 20 ans plus tard, à la fin des années 70, début des années 80, nous allons être au premier rang mondial. Alors, les classements mondiaux valent ce qu'ils valent, mais enfin, on va être au premier rang mondial dans les comparaisons de production de soins de santé. Comment les choses se sont-elles faites? Comment ce miracle s'est-il opéré? Eh bien, à l'époque où les travailleurs géraient le régime général de sécurité sociale, l'élément fondateur de la mise en sécurité sociale des soins, qui existait sur le papier hein, depuis 1900, les années 30, mais qui n'existait pas en réalité, c'est la hausse du salaire socialisé. Dans les années 50, le taux de cotisation est stable. Il est de 33% du salaire brut, sans trop bouger. Alors, un taux de cotisation, hein, c'est les cotisations salariés plus employeurs, hein, au numérateur, et dénominateur, le salaire brut du salarié. Le taux de cotisation stagne, alors pas qu'à l'assurance maladie, à l'ensemble de la sécurité sociale, stagne à 33%. Et au début des années 80, nous serons à 55%. Nous avons une hausse absolument considérable du taux de cotisation. Moi qui fais des archives, on cherche en vain un tract de la CGT ou du Parti communiste de l'époque sans hausse du taux de cotisation, un truc qu'on a complètement abandonné, y compris globalement à LFI. Et cette riche dotation des caisses, les années 60 sont des années de hausse du salaire, mais pas que du salaire qui va au compte postal, c'est d'abord du salaire socialisé, d'abord de la cotisation. Ces caisses richement dotées
vont pouvoir contribuer à une production communiste du soin, c'est-à-dire débarrasser des institutions capitalistes de la production. Quand on pense Sécu, il faut toujours penser production. Ce n'est pas d'abord un lieu de consommation, la Sécu. C'est d'abord un lieu où on change la production, la sécurité sociale. Et pourquoi le changement de production a été possible? Parce que la monnaie qui a financé la mise en sécurité sociale des soins était une monnaie marquée, comme on dit, c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas utilisable de manière universelle, qui n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. La carte vitale, c'est de la monnaie, bien sûr, et c'est de la monnaie qui n'est utilisable qu'auprès de soignants de ville ou d'établissements hospitaliers qui ont passé convention avec l'assurance maladie. Les autres ne sont pas remboursés. Et cet outil-là, c'est évidemment un outil qui permet une politique publique très volontariste. On ne va pas conventionner n'importe qui. Si on fait de la sécurité sociale de l'alimentation, on ne va pas conventionner Carrefour, d'accord, évidemment. On ne va pas conventionner l'agrobusiness. On ne va conventionner que tous les alternatifs de la production alimentaire, de la distribution alimentaire, de la restauration, et qui existent, qui sont très nombreux, mais qui sont marginaux, qu'il s'agit de sortir de la marge avec cet outil du conventionnement. Qu'est-ce que l'assurance maladie a pu faire qui soit une production communiste? Alors, elle n'est pas totalement communiste, ce sont des prémices du communisme, bien sûr, mais il faut mettre le mot communiste sur cette affaire. L'assurance maladie va partiellement subventionner l'énorme investissement qui va être fait dans les années 60-70 pour créer les CHU, pour transformer les hospices en hôpitaux locaux, pour créer des quantités de maternité, pour faire passer l'hôpital psychiatrique de l'aide sociale à l'assurance maladie. En gros, dans les années 60, il se crée ou se rénove un hôpital par jour. Les sommes nécessaires pour une telle constitution d'outils sont considérables et il n'y aura aucun appel au marché des capitaux, aucun partenariat public-privé. Il y aura du crédit public à travers la Caisse des dépôts et consignations, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que ce salaire socialisé de l'assurance maladie va être utilisé pour une avance monétaire sans dette. Pour produire, il faut une avance monétaire. Mais cette avance monétaire, dans le capitalisme, elle se fait à crédit. Soit par une création monétaire, mais qui est à crédit, soit par un prêteur ou un actionnaire, mais qu'il va falloir rémunérer d'une façon ou d'une autre. Avant même que nous travaillions, nous sommes endettés. Ça, c'est la réalité capitaliste. Les soignants des années 60 ne sont pas endettés parce qu'une grosse partie de l'investissement est subventionnée. L'assurance maladie avance les salaires nécessaires pour payer les ouvriers, les ingénieurs qui construisent les CHU, pour payer tous ceux qui conçoivent et fabriquent les outils. À l'époque, le médicament relève d'entreprises qui ne sont pas encore privatisées. Bref, la production repose sur une avance des salaires. Il faut une avance monétaire, bien sûr, pour toute production. Mais pour produire, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la nature et du travail pour produire de la richesse. Pour produire de la valeur économique, il ne faut que du travail. Et pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait des travailleurs. Et pour qu'il y ait des travailleurs, il faut qu'il y ait du salaire. La seule avance nécessaire pour toute production, ce sont les salaires. Et c'est ce que nous avons fait, partiellement, dans les années 60. Ce n'est pas le capital qui a avancé, et qui a ainsi pris le pouvoir, parce que si c'est le capital qui avance, il prend le pouvoir, évidemment, sur le travail. C'est le salaire socialisé dans l'assurance maladie
qui a avancé les fonds nécessaires, pas tous, encore une fois, il y a une partie de crédit, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir la nouveauté communiste, évidemment, les fonds nécessaires pour produire sans endettement préalable. Et là, j'interroge évidemment le programme du Front populaire, hein, qui propose un pôle public de crédit. C'est une proposition aliénée à la religion capitaliste. C'est une proposition qui ignore, et c'est ça qui, moi, m'attriste, on va dire, je vais dire ça. Voilà. Depuis 20, 30, 40 ans que j'essaye de faire entendre une voix alternative. J'ai renoncé au Parti communiste, où je suis, hein, mais où je suis un anti-rousselien acharné, mais en revanche, en matière de programme, LFI, c'est aussi nul que le Parti communiste. Hein, c'est-à-dire que proposer un pôle public de crédit, c'est piétiner ce conquis de l'avance des salaires. Pour produire, il ne faut que des travailleurs. Pour produire de l'investissement, pour extraire des matières premières, concevoir des machines, etc., il ne faut que des travailleurs. Il ne faut que du travail, il ne faut que du salaire. La seule avance monétaire de la production, c'est les salaires. Et ça, c'est cette mutation qui s'opère dans les années 60 et que la gauche, je parle de la gauche radicale, les autres n'en ont même pas en parlé, d'accord, et que la gauche radicale est incapable de promouvoir aujourd'hui. Absolument incapable. Tellement elle est enracinée dans l'aliénation au pôle public de crédit. La deuxième chose qu'a faite l'assurance maladie, parce qu'il y aura une deuxième occasion de contester le programme du Front populaire. La deuxième chose qu'a faite l'assurance maladie, c'est de nommer des fonctionnaires pour les soins hospitaliers. Qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire? Un fonctionnaire, c'est quelqu'un dont les droits ne sont pas liés au contrat de travail. Les droits sont liés à sa personne, parce qu'un fonctionnaire a un grade. Alors, le vocabulaire est militaire parce que c'est né à l'armée au XIXe siècle, mais qu'importe, le fonctionnaire a un grade, c'est-à-dire que la qualification n'est pas celle de son poste. Dans le privé, la convention collective définit la qualification des postes. Et si le salaire que l'on touche respecte la convention collective, ce n'est pas vous qui êtes payé, c'est votre poste qui est payé à tel niveau de qualification, ce qui est un très grand progrès. Ceux qui, pendant le confinement, avaient un CDI avec un salaire respectant la convention collective, ont conservé 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait, parce qu'ils ne sont plus payés pour ce qu'ils font. Ça, c'est le capitalisme. Mais ils sont payés pour la qualification de leur poste. Et là, c'est déjà anticapitaliste. Mais là où ça devient communiste, c'est lorsque les personnes sont payées pour elles-mêmes. Pendant le confinement, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Ils sont payés pour ce qu'ils sont dans l'ordre de la valeur. Ils ont une qualification qui leur est propre, une qualification qui est personnelle. Et cette qualification-là, elle n'est pas liée au contrat de travail. Si votre qualification est liée à votre contrat de travail, si vos droits sont liés à votre contrat de travail, est-ce qu'il pourrait y avoir une rupture écologique? Il n'y en aura jamais. Moi, je n'irai pas faire la morale écologique aux salariés de Fessenheim, d'accord? Je n'irai pas. Tant que leurs droits, non pas parce que je suis pour le nucléaire, ça je laisse ça à Roussel, mais tant que leurs droits sont liés à leur emploi. Tant que les droits sont liés à l'emploi, il n'y aura aucune rupture écologique. Mais c'est évident. Personne n'est assez fou
pour voir son emploi disparaître, dès lors que, pour des raisons écologiques et pour lesquelles il faudrait qu'il disparaisse pourtant, dès lors que cet emploi est le support de leurs droits. Nous avons inventé un salaire dont le support n'est pas le contrat de travail. La création de la sécurité sociale dans les années 60 a augmenté considérablement le nombre de fonctionnaires. La loi Thorez, qui crée la fonction publique d'État en octobre 1946, c'est 500 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est 5 600 000. D'accord ? Quand on dit que tout fout le camp, ce n'est pas vrai. Le communisme avance, bien sûr. Et c'est piétiner, là encore, ce conquis énorme que de proposer, quand on est communiste, la sécurité emploi-formation, ou quand on est insoumis, l'État employeur en dernier ressort. La proposition du Front populaire, et je pense encore une fois aux radicaux de cette union. La proposition, c'est continuité du salaire par la continuité des contrats. Quelqu'un n'a pas de contrat avec un employeur, eh bien, il aura un contrat formation. Ça, c'est le Parti communiste. Quelqu'un n'a pas de contrat avec un employeur privé, eh bien, une collectivité publique va lui proposer un contrat. Ça, c'est LFI. Ces deux propositions sont réactionnaires. Ces deux propositions continuent à faire reposer les droits sur le contrat de travail. C'est pour cela que j'étais effectivement avec une petite réticence dans la façon dont Sophia me disait tout le monde travaille, donc tout le monde a droit à un salaire. C'est-à-dire faire fonder... Là, nous sommes aux antipodes du communisme, quand on fait une proposition pareille. Fonder le droit au salaire sur le contrat de travail, c'est nous laisser en permanence dans la subordination. Ne confondons pas deux droits absolument nécessaires, mais qu'il ne faut pas confondre. Le premier, c'est le droit au salaire. Actuellement, 17 des 50 millions de plus de 18 ans dans ce pays ont un salaire qui est lié à leur personne et non pas un contrat de travail. C'est un salaire, ce n'est pas une prestation sociale de je ne sais pas quoi, moi, de subsistance. Vous avez la moitié des retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC, parce qu'en dessous du SMIC, on ne peut pas parler de salaire, bien sûr. Ça fait 9 millions de personnes, des hommes surtout. Vous avez donc les 5 600 000 fonctionnaires, un certain nombre d'autres, ça, lisez mes bouquins pour avoir la statistique. Vous arrivez à 17 millions, le tiers des plus de 18 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition révolutionnaire ? Ben, passons à 100%, évidemment. Ne revenons pas en arrière avec le droit au salaire lié au droit au contrat. Qu'il faille par ailleurs un droit au contrat, bien sûr, que chacun puisse être accompagné par un service public de la qualification pour pouvoir exercer réellement sa qualification en passant contrat avec une entreprise ou en montant sa boîte. C'est évident qu'il y a un service public de la qualification qui accompagne les personnes. Bien sûr, mais ne confondons pas le droit au contrat et le droit au salaire. Ce sont deux choses très différentes. Donc, nous avons encore beaucoup à faire pour devenir communistes, mais nous allons le devenir, bien sûr. Bonjour. Je m'associe aux remerciements qui ont été faits par rapport à cette invitation. On est très contents parce que nous-mêmes, il nous est arrivé d'organiser nos universités d'été à une beaucoup plus petite échelle. Et en fait, on est vraiment ravis de pouvoir interagir avec des partis, des syndicats, ça peut nous arriver aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'oppose à l'idée que, à Réseau Salariat, on s'oppose à l'idée que le salaire à vie, ce serait une espèce d'utopie qui serait pour dans très très longtemps. Comme Bernard l'a rappelé, il y a un immense déjà là.
Et en fait, nous, on réfléchit finalement pas mal à des revendications, des mesures qui pourraient être prises aujourd'hui en fait, par des partis et, voilà, et des courants de pensée progressistes. Voilà. Et ça nous semble d'autant plus important qu'il y a un enjeu de lutte contre l'extrême droite, par rapport auquel nous, on considère qu'une manière efficace de lutter, c'est de sortir de deux choses. La première, c'est l'idée de l'attachement du salaire à l'emploi, et la deuxième, c'est l'idée de l'impôt. L'attachement du salaire à l'emploi parce que, en fait, ça donne l'impression que n'est défini comme travail que ce qui relève de l'emploi, donc est nié toute la partie travail domestique, travail artistique, créatif, travail étudiant. Enfin, en fait, on est nié en permanence comme travailleur, et donc ça donne l'idée qu'il y a une espèce de quantité de travail un peu finie dans la société, qu'il faudrait se partager, une espèce de gâteau qu'on va diviser en d'autant plus de parts qu'il y a de personnes, et du coup ça conduit à l'idée à la fin que les étrangers sont trop, ou si on considère la question de l'impôt, si vous prenez l'impôt, l'idée de l'impôt, la philosophie, c'est de faire la redistribution. La redistribution, c'est on vous octroie d'abord de l'argent, du salaire, du profit, peu importe, et ensuite on vous en reprend une partie pour le donner aux pauvres. Et donc ça aussi, c'est une machine en fait à créer de la stigmatisation, à créer du syndrome de Roussel, de la gauche des allocs, etc. Et donc nous, on considère que en fait, une bonne manière de lutter contre ça, c'est vraiment de considérer le travail comme en fait contenu en nous, et de penser pour ça la transformation du système par redistribution vers un système de répartition primaire de la valeur ajoutée, et donc par cotisation. Parce que ce que contient la cotisation, c'est l'idée que, en fait, par exemple, les traitements des fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires sont inclus dans le PIB. Et quelle est la valeur qu'on compte là-dedans ? En fait, c'est les salaires des fonctionnaires. Donc, en fait, on considère la cotisation comme en fait, l'anticipation de la valeur que vont créer les salariés à hauteur de leur salaire. Voilà. Et donc, nous, à Réseau Salariat, moi, je suis arrivé dans l'association par la question du logement, parce que c'est là-dessus que j'étais très politisé. Et je ne voyais pas trop dans le spectre un peu politique de gauche des idées un peu disruptives sur la question du logement. Le mieux, c'était des questions comme le blocage des loyers, des choses comme ça, un peu à la sauce Fondation Abbé Pierre et tout ça. Et donc, en fait, je me suis retrouvé dans cette association parce qu'il y avait vraiment l'idée d'une espèce de projet de lutter contre toutes les formes de propriété lucrative, et de construire un projet de société qui nous fasse prendre compte, qui nous fasse en fait naître en nous une espèce de désir de communisme, et donc prendre conscience du fait que non, le loyer est illégitime, que en fait n'importe quelle rente est illégitime, dans un contexte où la concentration de la propriété dans tous les secteurs, le logement mais en fait partout ailleurs, est énorme aujourd'hui, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Par exemple, dans l'agriculture, vous avez la moitié des terres qui appartiennent à 2% de fermes. Vous avez la moitié du parc locatif privé de logements qui appartient à 3% de propriétaires. Ces chiffres, vous les retrouvez un peu partout. Dans la culture, par exemple, les galeries d'art, les maisons d'édition, les cinémas, etc. Tout ça, c'est quand même accaparé par un petit nombre de firmes. Et donc, qu'est-ce que ça crée ? De la subordination, et donc énormément de précarité, de travail précaire, flexible, de travail migrant, par exemple dans l'agriculture, une logique de beaucoup de franchisation, par exemple au niveau de la distribution alimentaire. En fait, les firmes de distribution développent des filiales immobilières pour gérer leurs franchises. Donc elles vont être propriétaires du sol et des murs, et puis elles vont ponctionner, par exemple pour McDo, va ponctionner 20% du chiffre d'affaires d'un magasin à chacun de ses franchisés. Voilà. Et donc en fait, le capitalisme fonctionne énormément sur cette logique de rente et crée cette subordination vis-à-vis desquelles nous, à Réseau Salariat, on cherche dans chaque secteur, mais aussi de manière transsectorielle, des moyens de s'émanciper, et du coup aussi des déjà là par rapport à une revendication de salaire à vie. Par exemple, si on peut prendre le secteur de l'alimentation, qu'est-ce que c'est un déjà là ? C'est le fait que, par exemple, la philosophie originelle des AMAP, c'est un peu du salaire à vie. C'est l'idée que des consommateurs et des consommatrices s'engagent à payer un ou une paysanne, à lui verser de l'argent tous les mois, ou pendant plusieurs mois en tout cas, quel que soit le succès mensuel de ses récoltes. La création de régies publiques maraîchères pour alimenter les cantines, ça s'inscrit aussi dans une logique de salaire à vie dans l'agriculture.
Voilà. Si on prend le secteur du logement, on a un immense déjà là, en fait, qui est le parc de logement social, qui est 20% du parc en France, qui tend à être détruit dans sa logique communiste, mais qui en tout cas bien moins, qui assujettit bien moins les occupants et les travailleurs et travailleuses qui produisent le logement, qui le rénovent, etc., qui le réhabilitent, au parc privé. Si vous prenez le secteur de la culture, on a aussi un immense déjà là, qui est en fait le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Donc ça, c'est un régime qui est distinct de l'UNEDIC et qui dit qu'en fait, à partir de 500 heures travaillées dans l'année, eh bien, on a le droit à la continuité du salaire et donc à une forme de salaire à vie. C'est pas vraiment du salaire à vie parce qu'il y a quand même une espèce de seuil minimal d'affiliation qui est ces 500 heures. Mais ça, c'est quand même le résultat d'un conquis. Avant 79, on était à 1000 heures. Donc en fait, personne n'y avait accès. Personne ne travaillait 1000 heures dans l'année dans la culture, à part les vedettes, qui n'avaient du coup pas besoin de ce chômage, de cette continuité de salaire. Et puis, avec notamment les luttes de la CGT, en 79, on est passé à 500 heures. Donc ça équivalait à 13 semaines de travail de 39 heures. Personne n'a revendiqué le passage à 450 heures. Au moment où on est passé aux 35 heures de travail. 13 fois 35, ça aurait fait 450. Aujourd'hui, aller dans le prolongement, aller vers le salaire à vie dans le secteur de la culture, c'est proposer une extension verticale de ce régime d'assurance chômage pour les intermittents du spectacle, en baissant par exemple le seuil d'affiliation, par exemple à 300 heures dans l'année, en augmentant les indemnités, par exemple 1 700 euros. 1 700 euros, c'est un peu le premier niveau de salaire que nous on revendique à Réseau Salariat, par exemple dans une fourchette de 1 à 3 ou de 1 à 2, enfin ça c'est à la démocratie d'en décider. Ça peut être aussi l'idée de ne plus limiter dans le temps ces indemnités, ou aussi de proposer une extension horizontale de ce régime d'assurance chômage, dont sont exclus dans le secteur de la culture en fait, tous les artistes, auteurs, autrices. Où là, on est sur une logique de rémunération qui est très liée au droit d'auteur, à la propriété, ça date de la Révolution. Mais donc, intégrer dans ce régime d'assurance chômage les créateurs et créatrices, c'est une manière en fait de mettre en sécurité sociale ce secteur de la culture. Et on peut aussi l'imaginer dans le secteur du logement. On peut imaginer par exemple l'extension du parc de logement social et pas uniquement le blocage des loyers, etc. En fait, ces sécurités sociales, donc ce n'est plus l'employeur qui paye les salaires, mais ça passe par une caisse des salaires qui ensuite verse les salaires aux travailleurs selon des critères qu'on va définir démocratiquement, par exemple de l'ancienneté ou pas, par exemple un niveau de qualification, par exemple l'implication dans le travail de démocratie macroéconomique qu'il s'agit de mettre en place pour définir quelles sont les entreprises qu'on souhaite conventionner, sur quels critères environnementaux, etc. Donc tout ça, l'idée c'est que ces caisses de sécurité sociale, elles soient gérées démocratiquement par toutes les citoyennes et tous les citoyens, à des échelles plus ou moins locales, selon la nature du produit considéré, selon le secteur, etc. Et l'idée, c'est vraiment de sortir du coup de cette logique capitaliste. Et on se réjouit de voir que ces propositions de mise en sécurité sociale, en fait, elles sont portées par beaucoup de syndicats et qu'elles sont anciennes. Prenez le salaire au travail artistique. Ça remonte aux années 70 avec la Work Act Coalition. Aujourd'hui, en 2019, vous aviez beaucoup de mouvements dans le secteur artistique, Art en grève, etc., qui proposaient vraiment de reconnaître les auteurs et les créateurs et les créatrices non plus comme des propriétaires de leurs œuvres, mais vraiment comme des travailleurs, des personnes qui travaillent en dehors du contrat, qui travaillent à énormément de moments, lorsqu'ils montent des dossiers administratifs, lorsqu'ils créent des compagnies, lorsqu'ils font du réseautage, lorsqu'ils font des recherches et des projets un peu ambitieux, peut-être infructueux, etc. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de socialiser une part toujours plus grande de la valeur ajoutée, en commençant, alors à quel niveau on commence avec toutes ces caisses de sécurité sociale? On commence avec l'État, en fédérant l'État actuel des alternatives au capitalisme qui existent. Peut-être qu'au début, dans l'alimentation, il va s'agir de mettre sur la carte vitale des consommateurs et des consommatrices uniquement 50 € par mois. Et ensuite, au fur et à mesure des réappropriations de moyens de production, d'augmenter ce chiffre jusqu'à inclure l'ensemble du secteur de l'alimentation. Il y a des revendications aussi transsectorielles.
par exemple le salaire étudiant. Donc l'idée, c'est de reconnaître les étudiants et les étudiantes comme du coup des personnes majeures économiquement, donc qui sont travailleurs et travailleuses, qui se forment pour un métier, qui ont le droit de participer à la démocratie macroéconomique qu'il s'agit de mettre en place, et donc en fait de leur octroyer déjà à 18 ans, ou à moins si on décide de baisser l'âge de la majorité, un salaire. Et là pareil, on a des syndicats, par exemple l'UNEF ou l'Union des étudiants communistes, qui revendiquaient ça dès 1945. Il y a eu même une proposition de loi qui a abouti en 1951, qui n'a pas été présentée en plénière à l'Assemblée à cause des socialistes. Mais voilà, en fait, par exemple, le salaire étudiant, il y a un long mouvement de revendications aux États-Unis, au Canada récemment avec le mouvement des stagiaires CUTE, avec notamment une revendication féministe parce qu'il y avait une inégale rémunération des stages entre femmes et hommes, donc il y a eu une grève des stages. Voilà. D'autres revendications un peu transsectorielles, ça peut être la question des retraites. Passer les retraites à 50 ans, parce que c'est l'âge à partir duquel, lorsqu'on se fait licencier, on galère énormément à retrouver du boulot, et considérer la retraite comme le moment où on devient inlicenciable. Et donc là, si on est inlicenciable, donc c'est plus le patron qui paye les salaires, mais il paye le salaire en fait à une caisse qui, elle, va reverser au travailleur ou à la travailleuse. Et donc là, ça crée une espèce d'insoumission de la personne vis-à-vis de son employeur. Voilà. Donc on a plein de caisses de sécurité sociale sur lesquelles on réfléchit, qu'il s'agit d'articuler. Il y a un enjeu de réappropriation des moyens de production. Par exemple, si on prend par exemple la question des bureaux, la question des logements, peut-être qu'il y a une réflexion à faire sur une grève des loyers, pas une grève revendicative, mais une grève perpétuelle qui affirme le fait qu'on n'est pas censé en fait payer des loyers lorsqu'on est habitant, lorsqu'on est commerçant, lorsqu'on a une franchise à payer à Carrefour ou à Casino. Et donc en fait, l'enjeu d'un État, d'un gouvernement progressiste, ce serait d'accompagner toutes ces grèves, de faire naître un sentiment d'illégitimité de la propriété lucrative dans la population, et de protéger les grévistes et de créer les conditions qu'à partir d'une telle grève, une réappropriation du parc de logements locatifs puisse s'opérer. Pour les personnes qui sont propriétaires accédantes, donc qui ont un crédit à rembourser, d'accompagner un mouvement de grève du remboursement des dettes, là aussi en insistant sur l'illégitimité de l'intérêt du crédit, de l'intérêt sur le crédit, mais aussi du crédit en lui-même. Voilà. Et puis toute une réflexion qu'on a sur les enjeux féministes, avec par exemple, à partir du constat de l'inégalité énorme du travail domestique, qui va presque du simple au double aujourd'hui, notamment pour les couples avec enfants, une réflexion sur une sécurité sociale du travail domestique, donc avec la question de externaliser une partie du travail domestique et créer une sécurité sociale où là c'est pareil, on aurait une carte vitale là-dessus pour pouvoir consommer mensuellement des services de travail domestique. Ça peut être de la restauration collective, ça peut être de l'aide à domicile, ça peut être pas mal de choses, avec une parité au niveau des travailleurs et des travailleuses qui sont affiliés à cette sécurité sociale du travail domestique pour aller dans le sens de davantage d'égalité. Voilà. Et l'idée que cette sécurité sociale du travail domestique, elle contribuerait à réduire l'inégalité de salaire qu'on observe dans l'emploi, mais aussi au niveau de la retraite. Les retraites, les femmes gagnent un tiers de moins que les hommes, donc les hommes gagnent 50% de plus que les femmes. Et ça vient notamment de carrières davantage à trous, d'une division horizontale du travail, du fait que les types de métiers ne sont pas les mêmes et ne sont pas valorisés de la même manière. Donc là, il y a un enjeu, si on socialise une partie de la production, à assurer l'égalité des salaires selon les différents types de métiers, de ne pas faire une espèce de hiérarchie des métiers. Et voilà, je peux terminer là. Merci. Merci beaucoup. Bon, peut-être que vous avez des questions à poser. Alors, il est temps de lever la main. Et c'est Zoé qui est ici qui va vous identifier. Et Zoé, alors il y a plusieurs personnes. Moi, je voulais en poser une, mais je veux vraiment vous donner la parole parce que je vois que vous êtes impatient. Alors, un homme, une femme, un homme, une femme.
Donc bonjour, pour Monsieur Friot, je voudrais savoir quand vous dites augmenter les cotisations, si on prend 100 € d'un salaire, en fait, qu'est-ce qui se passerait en augmentant la personne, bon, mettons, elle a 36% aujourd'hui sur ces 100 € qui partent dans cette caisse. Est-ce qu'aujourd'hui, si on montait à 55, elle n'aurait plus que 45 € de salaire dans sa poche pour vivre? Et à Madame Chikirou, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui LFI de s'emparer plus pleinement de ces propositions? Merci. Bonjour, merci pour vos interventions. Je les ai trouvées très intéressantes. Moi, je me présente, je suis médecin hospitalier et je subis tous les jours les foudres du budget de la Sécu. Vous savez, c'est quelque chose qui a été instauré en 1995 par les lois Juppé. Et depuis 1995, avant, il n'y avait pas de budget de la Sécu. Et depuis 1995, il y a un budget qui est voté tous les ans au Parlement. Et cette année encore, le Parlement, la CNAM, vient de décider d'un budget de la Sécu, avec l'accord de beaucoup de syndicats d'ailleurs, qui entraîne une diminution des budgets de fonctionnement des hôpitaux, avec des milliards d'euros d'économies qui directement s'impliquent sur la vie de tous les jours des patients. Alors, on peut toujours dire on va augmenter le taux de remboursement, il n'y a pas de problème. Il y aura moins de mutuelles, etc. Je suis d'accord. On peut toujours dire salaire à vie ou truc un peu compliqué, comme vous avez dit. Moi, je voudrais redescendre un peu d'un niveau et dire quand même, il y a un problème. Les hôpitaux crèvent de l'absence de financement. Ce financement, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'il faut que, à mon avis, la LFI dise suppression de l'ONDAM. Suppression de l'ONDAM, suppression de la budget de la Sécu, abolition des lois Juppé. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on a une femme, s'il vous plaît ? Bonjour, moi j'avais une question pour Monsieur Friot. Vous avez parlé de salaire étudiant. Nous, à la France Insoumise, on parle plutôt d'allocation d'autonomie. Donc je voulais savoir un petit peu la subtilité ou la différence entre les deux. Merci. Allez. On va peut-être... alors, allez, on prend encore une question. Bonjour, merci pour tout. J'aurais une question concernant la sécurité sociale et l'alimentation à poser à Madame Chikirou. Je sais notamment que dans le groupe du NFP, il y a Boris Tavernier qui vient d'être élu, qui est l'ancien président de VRAC, qui défend notamment, qui est dans le collectif de la sécurité sociale et l'alimentation. Et à ma connaissance, je ne connais pas la position de l'AFI sur cette proposition et sur ce qu'on pourrait faire pour promouvoir cette solution. Merci. Merci pour vos questions. On va essayer de récupérer le micro parce que celui-ci n'est pas très pratique. Moi, j'ai aussi une question à poser à Nicolas concernant la question de la gestion de la sécurité sociale. Vous avez beaucoup évoqué la question de la démocratie dans la gestion, dans les décisions à prendre dans la sécurité sociale, y compris dans la question du budget, du financement de la sécurité sociale. Il n'y a pas de démocratie aujourd'hui. Les décisions sont prises contre nous, sans notre accord. La dernière en date, c'est la réforme de la retraite à 64 ans passée à coup de 49.3. Mais il y a la démocratie parlementaire. Mais encore, on se demande s'il y a vraiment une démocratie paritaire au sein de la sécurité sociale et à quel moment les usagers que nous sommes sont consultés, etc. Donc il y a une question sur c'est quoi une révolution démocratique dans la gestion de la sécurité sociale. Question qui découle aussi derrière, c'est, vous parlez, Nicolas, de désétatiser
la sécurité sociale? Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi est-ce qu'on désétatiserait la sécurité sociale? C'est-à-dire pourquoi retirer la part de financement de l'État, la participation de l'État, la décision de l'État, y compris sur le budget, et pourquoi favoriser comme ça une gestion qui serait soit une gestion par les cotisants ou les syndicats qui les représentent, sachant, comme certains l'ont rappelé, il n'est pas pratique ce micro, parce qu'il faut maintenir appuyé, ça fatigue le pouce. et tous les syndicats ne sont pas pris en compte de la même façon. Voilà, ça c'est la question pour Nicolas, à qui je demande si vous êtes tous d'accord, qu'il réponde en premier. On laissera répondre... il a parlé il y a longtemps maintenant. Si vous permettez... Il peut attendre, me dit-il. Mais il a parlé il y a déjà plus d'une demi-heure. J'essaie de gérer mes invités en leur donnant aussi la parole. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Bon, je lui passe la parole. Merci beaucoup. Alors, merci pour les commentaires, les questions. Je voudrais réagir sur la question du monsieur qui parlait de l'hôpital. En disant que oui, effectivement, il faut des sous pour l'hôpital. Alors évidemment, mon propos disait pas, cherchait pas à dire qu'il en fallait pas. Je donnais un exemple concret qui permette d'étendre la sécurité sociale et avoir la possibilité ensuite, évidemment, de mettre des sous qui seraient économisés sur les rentiers des complémentaires. Pourquoi pas pour les mettre dans l'hôpital, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand même, sur cette question... de l'hôpital, vous avez raison, vous mettez le doigt sur la T2A. C'est très bien de dire qu'il faut en finir avec la T2A. Pourquoi? Parce que la T2A, c'est l'outil qui a tendance à... Ah, vous n'avez pas dit la T2A, excusez-moi, l'ONDAM. Alors du coup, c'est encore mieux parce que c'est le deuxième bout, je vais aller plus vite. Sur l'ONDAM, c'est le budget de la Sécu. Alors l'ONDAM, c'est l'objectif d'évolution des dépenses d'assurance maladie. Tous les ans, c'est voté, ça va être bientôt... Enfin, c'est voté. Ou alors c'est 49.3. Et donc qui définit le budget pour évidemment les dépenses de santé. C'est un objectif qui est visé au Parlement. Et en fait, c'est à ce moment-là, à l'automne, où en fait il y a une petite musique où il n'y a plus de sous à la Sécu. Et donc comme il n'y a plus de sous à la Sécu, il faut faire des économies. Où on fait les économies? Jamais. Et pourquoi on n'augmenterait pas le taux de cotisation? Et donc là, sur ce point-là, en fait, supprimer l'ONDAM, d'accord, mais ce qu'il faut surtout, c'est dire qu'il faut augmenter le taux de cotisation, il faut augmenter les ressources. Parce que l'ONDAM, c'est jamais qu'un outil. Et j'y pensais parce que je pensais à la T2A parce que je pensais aussi à cet argument-là. L'ONDAM et la T2A, c'est des outils d'une pratique particulière de la sécurité sociale qui est de dire on vous donne un budget contraint, vous vous débrouillez. Alors que l'enjeu, au contraire, c'est de défendre l'augmentation des ressources. Et comment on fait? On augmente le taux de cotisation, éventuellement en réaffectant une partie de ce qui est dépensé dans les complémentaires santé directement à l'hôpital. Et donc, effectivement, là, ça permettra de faire ça. Par contre, donc de financer l'hôpital. Par contre, je voudrais insister sur une chose. Le fait de dire plus de sous pour la Sécu, c'est bien. Mais c'est loin d'être suffisant. C'est loin d'être suffisant. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit un petit peu, l'enjeu de la sécurité sociale, c'est que c'est un outil de financement qui est merveilleux, mais il est merveilleux si on a le pouvoir dessus. Et donc évidemment, plus de sous pour la Sécu, mais surtout reprenons le pouvoir sur la Sécu. Parce qu'aujourd'hui, si on augmente les budgets de la sécurité sociale, on n'est pas sûr du tout que ça aille pour l'hôpital public, ça peut aller très bien pour l'hôpital qui s'appelle privé. Vous savez par exemple que l'hôpital privé à but lucratif, en fait, il s'appelle privé à but lucratif, mais en réalité, à 90%, plus de 90%, les financements sont publics. Et donc l'argent public finance les cliniques privées qui, elles, organisent des inégalités d'accès qui sont terribles. Et donc, vous voyez bien que dire plus de sous pour la Sécu, ça peut être aussi dire plus de sous pour financer le prix exorbitant des médicaments. Donc on voit bien que, évidemment, plus de sous, moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci, il y a plein d'endroits où il faut effectivement plus de sous pour la Sécu, mais plus de sous sans dire qu'il faut reprendre le pouvoir sur la sécurité sociale, c'est aller... c'est continuer vers ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est le pouvoir politique actuel, étatisé, qui décide comment est-ce qu'on alloue les budgets et comment est-ce qu'on fait pour investir dans l'hôpital. Et donc, je vais faire écho un peu à ce qu'a dit Bernard tout à l'heure. Comment aujourd'hui est financé l'investissement dans l'hôpital? Alors, soit c'est l'hôpital public et il y a des emprunts qui mettent les hôpitaux le couteau sous la gorge, et donc il faut en finir avec ça.
Vous vous rappelez peut-être il y a quelques années où il y avait une grande crise, où on disait qu'il y a eu une explosion de l'endettement hospitalier, que les hôpitaux se sont endettés, même ils ont eu des emprunts toxiques, etc. etc. Il faut en finir avec ça, et évidemment en augmentant le taux de cotisation. Mais ce qui se passe aussi, c'est que désormais, dans les cliniques, dans les lieux de production privés, mais financés par de l'argent public, eh bien, il y a ce qu'on appelle la financiarisation. Et en ce moment, il y a une mission d'information au Sénat sur la financiarisation des soins de santé. Et qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils étudient un phénomène qui existe depuis assez longtemps maintenant et qui se développe. C'est que, étant donné la lutte contre la cotisation des gouvernants, il n'y a plus de sous pour financer l'investissement, sauf qu'en fait, il y a des besoins qui se développent. Et en plus, la sécurité sociale finance largement même le privé. Je vous ai dit, les hôpitaux, les cliniques, elles sont financées à 90% par de l'argent public. Et donc, en fait, c'est un placement qui est extrêmement rentable pour les capitalistes. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils rachètent tous les moyens de production privés qu'ils peuvent trouver dans le monde des soins. C'est quoi, par exemple ? On en a entendu parler, c'est les centres de biologie médicale. On en a beaucoup entendu parler de la financiarisation de ces centres. C'est-à-dire rachetés par des gens qui ne sont pas du milieu de la santé, qui sont des capitalistes anonymes qui viennent là parce qu'ils veulent un rendement et qui savent que en fait, c'est très rentable et c'est sans risque. Il se passe la même chose pour l'hôpital. Donc dire plus d'argent pour l'hôpital, oui, mais il faut le contrôle pour savoir comment est-ce qu'on fait. Et surtout, c'est lutter beaucoup plus pour l'augmentation du taux de cotisation d'abord et aussi pour le pouvoir. Et donc ça vient à la question sur la gestion de la sécu et de la démocratie. Ça veut dire quoi critiquer l'étatisation. En fait, critiquer l'étatisation, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est qui doit avoir le pouvoir sur la façon dont on utilise les financements de la sécurité sociale. Qui a le pouvoir ? Le pouvoir, il doit être au plus près des citoyens. Alors, historiquement, c'était ceux qui cotisaient. Mais évidemment, on peut imaginer des caisses où sont représentés beaucoup plus que ceux qui cotisent, et à un niveau local. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que justement, ça conteste le pouvoir étatique. Ça conteste le pouvoir de la démocratie parlementaire, dont on voit à quel point il est difficile à conquérir, si tant est que ce soit possible. Qu'est-ce qui se passe dans la sécurité sociale en 45-46 ? Je donne un exemple très rapide et je donne la parole. Par exemple, en 45-46, donc on fait la sécu type 45-46, il y a déjà des choses avant, mais la nouveauté, c'est pas le fait qu'il y ait des financements qui soient socialisés, ça existe déjà avant. La nouveauté, qu'ils soient mis en commun, la nouveauté, c'est qu'il y a un pouvoir ouvrier dessus. Ils sont élus. Et en étant élus, ils ont le pouvoir sur les sous et ils vont décider d'améliorer la vie des gens. Un exemple concret, c'est le cas de l'accès aux soins de médecins de ville. Bernard l'a dit, les médecins s'opposent à la Sécu depuis toujours. Alors les médecins, la plupart des médecins, les représentants, les syndicats les plus connus, ils s'opposent. Encore aujourd'hui, vous avez vu il y a quelques semaines ou quelques mois, ils disaient oui, on va sortir de la Sécu. Bon, ils ne le feront pas parce que c'est la Sécu qui finance leurs revenus. Mais bon, il y a vraiment une mise en évidence, une opposition à la Sécu qui est bon. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe en 45 ? Les médecins refusent de signer des conventions. Mais plutôt que de rien faire, les élus qui sont dans les caisses, qui, eux, ont des problèmes concrets pour accéder aux soins, parce qu'ils font partie de cette classe sociale-là qui a besoin d'accéder aux soins. Eux, ils n'ont pas le temps d'attendre qu'il y ait, au niveau de l'État, une décision qui permette d'accéder aux soins. Que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national, dans la Sécu, contestant le pouvoir des médecins, contestant le pouvoir de l'État qui rechigne à favoriser des modes de financement public, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent maintenant, on a pouvoir sur une partie des financements, alors on va financer une certaine forme de production de soins. Les médecins libéraux ne veulent pas, c'est pas grave. On va subventionner des centres de santé. Et donc il y a une longue histoire dans le monde ouvrier de construction et mutualiste de centres de santé. À partir du moment où la sécurité sociale, une partie des fonds est gérée par les ouvriers qui sont dans les caisses, ils vont dire les médecins ne veulent pas, nous on va filer des sous, on va subventionner la construction de centres de santé. Et dans ces centres de santé, il va y avoir des médecins qui pourront être salariés, qui vont travailler avec d'autres professionnels de santé. Et c'est comme ça que se développe, par le pouvoir sur le financement, un mode de production alternatif à ce libéralisme médical, alternatif, tu en as parlé tout à l'heure, aux cliniques privées. Parce qu'il ne faut pas penser que 1945, c'était le nirvana. En 1945, l'État refuse d'investir massivement dans les hôpitaux. Il faut des luttes. Il est plus facile d'investir en 1945, il est plus facile d'investir pour construire une clinique privée que dans l'hôpital public. C'est par les luttes et par le pouvoir sur les modes de financement qu'on va pouvoir renouveler l'hôpital en France. Et donc c'est bien ça qu'il faut faire. Merci beaucoup. Alors le temps passe très vite.
Je laisse Bernard répondre aux questions qui lui ont été posées. Je conclurai, moi, par les réponses qui restera à apporter. Voilà. S'agissant de la hausse des cotisations et de ses effets sur le salaire direct, il n'y a plus de hausse taux de cotisation depuis une quarantaine d'années. Le taux de cotisation n'a pratiquement pas bougé, sauf pour l'Agirc-Arrco, où il a doublé au cours des 20 dernières années. Mais en dehors de cela, le taux de cotisation à la sécurité sociale, hélas, ne bouge pas. Lorsqu'il a bougé considérablement, puisqu'il est passé encore une fois, on était à 16% en 1946, et donc à 55% au début des années 80, ça s'est fait au détriment du profit pour l'essentiel. C'est-à-dire que la part dans la valeur ajoutée allant au profit a baissé. La hausse du taux de cotisation, ça a accompagné une hausse massive de la part qui va au salaire. Et depuis qu'il n'y a plus de hausse du taux de cotisation, la répartition de la valeur ajoutée, qui était dans les années 80, 70% au salaire, 30% au profit, aujourd'hui c'est 60% au salaire, 40% au profit. Donc l'abandon de la revendication de hausse de cotisation est une catastrophe. Et ça vaut hélas aussi pour la gauche radicale, mais ça vaut pour la CGT. Enfin, c'est un abandon qui date des années 80 à peu près. Cela dit, financé par une hausse taux de cotisation, c'est-à-dire par un meilleur partage de la valeur déjà créée, d'accord, c'est resté aliéné à une croyance capitaliste selon laquelle on ne peut distribuer qu'une valeur déjà produite. Dans le capitalisme, c'est évident que nous ne sommes payés qu'après avoir produit, puisque nous ne décidons pas au travail. Il faut donc que nous soyons d'abord soumis à la subordination avant que nous soyons payés. Sinon, on n'irait pas faire le boulot avec lequel on est en désaccord. Donc, le fait que nous ne soyons payés qu'après une production déjà faite et que, sur cette base-là, une croyance soit enseignée, je connais le catéchisme pour avoir enseigné l'économie à l'université pendant un certain nombre d'années, soit enseignée l'idée qu'il faut ponctionner sur une partie de la valeur déjà produite si on veut financer quelque chose, ça reste une croyance très partagée à gauche. Augmenter les salaires, on va taxer les surprofits. On n'imagine pas, or c'est là qu'il faut maintenant venir, si nous voulons continuer la dynamique communiste de ce pays, c'est avancer les salaires comme seule condition de la production et les avancer par création monétaire, bien sûr, et non pas par une ponction sur la valeur déjà produite, par création monétaire qui va anticiper une création monétaire qui va anticiper une production de valeur. Et donc, évidemment, il faut que la valeur produite soit égale à la monnaie créée, sinon elle est inflationniste. Mais enfin, à partir du moment où nous devenons souverains sur le travail, où c'est nous qui décidons, où nous sommes titulaires d'un salaire qui fait de nous des responsables de la production, mais évidemment que nous allons produire pour que les 1500 milliards qu'il faut pour qu'il y ait pour tous les plus de 18 ans, de 18 ans à leur mort, un salaire qui en moyenne soit de 25 000 euros, de 30 000 euros par an, enfin de 2 500 euros par mois. C'est 1500 milliards que nous allons créer par création monétaire, qui va être une avance sans dette, d'accord ? Mais évidemment qu'ils vont trouver leur équivalent en production. C'est clair, nous produisons 2400 milliards, on les produira 6500 milliards. Donc ce qu'il faut, c'est que nous retrouvions en revanche une souveraineté monétaire. Alors, la souveraineté monétaire, on peut la retrouver soit en quittant la zone euro, comme les Suédois ou autres qui ne sont jamais entrés dans la zone euro et qui ont bien raison, cela dit, soit
en restant dans la zone euro, des collègues qui sont des spécialistes de la monnaie, ce que je ne suis pas, mais prenez Bruno Terret et autres, disent que l'on peut parfaitement, dans le cadre même de la monnaie unique euro, dans la zone euro, retrouver une souveraineté monétaire dès lors que c'est un moyen de paiement qui n'est pas convertible en euros. Nous pouvons créer un moyen de paiement non convertible en euros qui nous permette d'avancer les salaires dans toute production. Donc, à Réseau Salariat, nous avons bougé. On n'est plus sur hausse du taux de cotisation. Parce qu'encore une fois, c'est aliéné à la religion capitaliste qui veut qu'on ne peut distribuer qu'une valeur déjà produite. Mais non. Pour pouvoir produire, il faut distribuer du salaire. C'est une anticipation absolument nécessaire par création monétaire sans dette. Et c'est la réponse à la première question. La deuxième question, salaire étudiant, allocation d'autonomie. Le problème n'est pas bien posé. Je ne suis pas pour le salaire étudiant personnellement. Je suis pour le salaire à 18 ans. Lorsque je vois des propositions qui sont du genre les études, c'est du travail, donc les étudiants doivent être payés, et qui sont, à juste titre, contre l'allocation d'autonomie, où là, il s'agit de rendre autonomes des jeunes que l'on méprise en tant que travailleurs. Donc l'allocation d'autonomie, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut absolument abandonner, mais pas pour un salaire qui serait légitimé par le fait que les études, c'est du travail. Tout comme payer le travail domestique en disant « mais c'est du travail ». Tout ce qui propose d'étendre le champ du salaire par la révélation d'un travail caché reste aliéné. À ce par quoi Sophia concluait son propos introductif. Il faut, ce qui fonde le droit au salaire, c'est la reconnaissance d'un travail validé comme productif. Jamais nous ne construirons le communisme tant que le salaire sera conditionné par un travail préalable. Comment voulez-vous décider du travail, décider, être en permanence en responsabilité de la production, si les droits économiques ne sont pas des droits du citoyen et non pas des droits du contrat de travail? Ce sera le mot de la fin pour Bernard. Je remercie infiniment les intervenants. Je voulais avoir un petit mot de conclusion toutefois avant de mettre fin à la conférence. Parce que la question pourquoi LFI ne reprend pas ses propositions, bon, d'abord, on n'est pas forcément d'accord avec toutes les propositions qui ont été évoquées. L'idée de ces conférences, c'est bien sûr à chaque fois de pousser plus loin et de permettre à nos militants et aux personnes qui fréquentent les amphis d'élargir le champ de la réflexion, les idées. Je suis d'accord, j'apprécie pas, je vais chercher un peu plus loin. Il faut savoir qu'on a énormément de propositions qui existent dans l'avenir en commun. J'ai pas fait la liste, mais la sécurité sociale de l'alimentation, la sécurité sociale du logement, on a l'allocation d'autonomie jeunesse qui n'est pas un salaire étudiant, mais bien, comme elle le dit, une allocation d'autonomie jeunesse qui ne rémunère pas un potentiel travail, mais qui est lié à la condition. On est sur la sécurité sociale professionnelle, par exemple, qui n'est pas liée à un contrat, justement, mais qui est une garantie, qui n'est pas la garantie d'emploi, mais la sécurité sociale professionnelle. Ces propositions-là existent dans l'avenir en commun. Elles s'inscrivent beaucoup, elles sont d'inspiration au Réseau Salariat aussi, mais pas seulement. Il y a Réseau Salariat, il y a d'autres organisations et d'autres penseurs qui y contribuent. C'est un véritable, c'est quelque chose qui nous aide vraiment à pousser plus loin pour envisager la révolution. Moi, je ne veux pas qu'on se dise qu'on termine réformiste et qu'on a fait tout ça pour faire les sociaux-démocrates. Il n'en est pas question. Donc, on ne s'est pas battu toutes ces années pour créer la France insoumise, pour se retrouver contraint à concéder beaucoup. On refuse de céder sur le programme du NFP. Tout n'est pas dans le programme. Mais n'oubliez jamais une chose, et c'est le deuxième enseignement de cette conférence. Notre objectif à nous, c'est la mobilisation populaire. C'est pour ça qu'on leur fait peur. Et c'est le mot d'ordre que chacun ici autour de cette table vous a bien fait passer. C'est-à-dire que nous ne pourrons parvenir à mettre en œuvre l'entièreté de notre programme
et à poursuivre encore notre programme, parce qu'il n'est pas terminé, qu'à la condition que le peuple s'y mette, que les travailleurs et travailleuses s'y mettent avec nous et nous poussent. En ça, nous sommes différents de nos alliés, et les mots aimables ou pas aimables qui ont été dits concernant nos alliés, je peux vous dire que je les partage. Voilà. Merci.